Croiriez-vous si je vous disais qu'à 69 ans, j'ai découvert que j'avais été simplement une employée déguisée en mère toute ma vie? Que mon propre fils me considérait moins importante qu'une femme qu'il ne connaît que depuis 10 ans? Je m'appelle Léa Roche, et aujourd'hui je vais vous raconter comment un simple coup de téléphone a détruit 40 années de dévouement maternel et m'a révélé une vérité si cruelle qu'elle a failli me tuer de chagrin, mais qui m'a aussi libérée d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. C'était le 15 mars, un mardi qui avait commencé comme tous les autres dans ma petite maison de Lyon. J'étais dans la cuisine, les mains couvertes de farine, préparant les croissants que mon fils Thomas adorait tant depuis l'enfance. Le ciel gris du printemps français reflétait mon humeur mélancolique, encore une journée solitaire après la mort de mon mari Pierre, 2 ans auparavant. Le téléphone a sonné à 14h30 précise. Je me souviens de l'heure exacte parce que je venais de vérifier l'horloge de la cuisine, inquiète que les croissants ne cuisent trop longtemps. Mon cœur a fait un petit bond d'espoir, peut-être Thomas appelait-il pour proposer un déjeuner ensemble, comme il le faisait parfois quand il avait besoin de quelque chose. « Allô, maman ?» La voix joyeuse de Thomas a résonné dans l'appareil, mais il y avait quelque chose de différent, une sorte d'excitation malicieuse qui m'a immédiatement mise en alerte. J'ai baissé le feu sous la casserole où mijotait mon pot-au-feu, un plat que je préparais toujours le mardi, espérant secrètement qu'il passerait à l'improviste. « Bonjour, mon chéri. Comment s'est passé le travail aujourd'hui ?» ai-je demandé, essuyant mes mains sur le tablier brodé qu'il m'avait offert pour la fête des mères il y a 5 ans, un tablier que je portais religieusement chaque fois que je cuisinais, comme un talisman d'amour maternel. « Maman, j'ai une nouvelle incroyable. Céline et moi partons à Las Vegas. 10 jours au Bellagio, spectacle, casino, une seconde lune de miel pour nos 10 ans de mariage. » Mon cœur s'est empli d'une joie authentique. Enfin, mon fils investissait dans son mariage. Après tant d'années à voir Céline se plaindre discrètement qu'il ne faisait jamais rien de romantique, j'étais heureuse qu'il ait enfin pris cette initiative. Oh, Thomas, c'est merveilleux. Vous méritez vraiment ce voyage romantique. Quand partez-vous? J'ai souri en pensant à quel point il reviendrait détendu et amoureux. La semaine prochaine. Et maman? Sa voix a changé, est devenue plus hésitante. Dans le fond, j'ai entendu des rires étouffés, certainement Céline qui écoutait la conversation. La mère de Céline vient avec nous. Le monde s'est arrêté. Les mots ont résonné dans mon esprit comme un glas funéraire. Marguerite Dubois. La belle-mère dorée. La femme de 64 ans qui, bien qu'étant de 5 ans ma cadette, avait toujours été traitée comme une reine par la famille de mon propre fils. Marguerite, viens avec vous, ai-je balbutié, sentant le sol disparaître sous mes pieds. La cuillère en bois que je tenais est tombée sur le carrelage avec un bruit sourd. Oui. Tu sais comme elle est restée après la mort de son mari. Céline pense qu'elle a besoin de s'amuser un peu. Et soyons honnêtes, maman, elle a beaucoup plus d'énergie que toi pour Las Vegas. Plus d'énergie. Chaque mot était comme un coup de poignard précis dans le cœur. Moi qui avais élevé Thomas seul pendant des années pendant que Pierre travaillait, qui avait sacrifié ma carrière de professeur pour être mère à temps plein, qui toute ma vie m'était effacée pour qu'il ait tout, je n'avais pas assez d'énergie. Je me suis assise lourdement sur la chaise de cuisine, celle où je m'installais chaque matin pour prendre mon café en regardant par la fenêtre les voisins partir au travail. Cette chaise où j'avais vécu tant de matins solitaires, espérant que mon téléphone sonne. Et les enfants, ai-je murmuré, sachant déjà quelle serait la réponse, mais espérant encore qu'un miracle se produise. Ah, c'est là que tu interviens parfaitement. Emma et Louis vont rester avec toi 10 jours. J'ai pensé que ce serait une opportunité parfaite pour que vous vous rapprochiez davantage. Tu te plains toujours de ne pas voir tes petits-enfants assez souvent. 10 jours. 10 jours à m'occuper d'enfants de 8 et 6 ans, pendant que mon fils et sa famille volaient de par le monde avec la femme qu'il considérait clairement plus importante que sa propre mère. 10 jours à jouer à la grand-mère parfaite, disponible et gratuite, pendant que se prélassait dans le luxe de Las Vegas. J'ai regardé autour de moi ma petite cuisine,
avec ses rideaux que j'avais cousus moi-même, ses photos de famille sur le réfrigérateur, le dessin d'Emma collé sur la porte du placard. Cette cuisine où j'avais passé tant d'heures à préparer des repas pour une famille qui ne venait jamais les partager. Thomas, ai-je réussi à chuchoter d'une voix brisée, pourquoi ne m'avez-vous pas invité? Le silence de l'autre côté de la ligne a été plus fort que n'importe quel cri. Puis j'ai entendu des rires étouffés en arrière-plan, certainement Céline et Marguerite, et mon fils a toussé, embarrassé. Maman, soyons réalistes. Tu as 69 ans, tes jambes te font mal quand tu marches beaucoup, tu n'aimes pas les foules ni la musique forte. Las Vegas n'est pas exactement ton profil, n'est-ce pas? En plus, quelqu'un doit s'occuper des enfants, et tu le fais si bien. Voilà. La vérité nue et crue. Je n'étais pas la mère chérie invitée à une aventure familiale. J'étais la baby-sitter pratique, l'option commode pour résoudre le problème des enfants. La femme avec moins d'énergie, qui ne servait qu'aux tâches ménagères. J'ai fermé les yeux et j'ai vu défiler toutes ces années. Les anniversaires où je préparais des gâteaux somptueux pour que Thomas arrive en retard et reparte tôt. Les Noëls où j'offrais des cadeaux coûteux avec ma maigre pension pour voir Marguerite recevoir les remerciements les plus chaleureux. Les week-ends où je gardais les enfants en urgence pour qu'ils puissent sortir ensemble. Quand partez-vous? Ai-je demandé, sentant les larmes brûler mes yeux. Dimanche. Je déposerai les enfants samedi soir, comme ça tu auras le temps de t'organiser. Ah, et maman, ils devront aller à l'école normalement, donc tu devras te lever tôt. Emma à natation le mercredi et Louis à football le jeudi. J'ai laissé une liste sur le réfrigérateur la dernière fois. Une liste sur le réfrigérateur. Comme si j'étais vraiment une employée engagée. J'ai regardé cette fameuse liste, encore scotchée sur mon frigo, détaillant les goûts et habitudes de mes propres petits-enfants comme si je ne les connaissais pas. C'est d'accord, ai-je murmuré, parce que c'est tout ce que j'ai réussi à dire. Les mots restaient coincés dans ma gorge comme des pierres. Merci, maman. Tu es un ange. Ah, et si tu pouvais donner un coup de rangement à la maison pendant qu'on sera parti, ce serait parfait. Tu sais comme Céline est perfectionniste. Rangement de la maison. Garde des enfants. Se lever tôt. Être utile et invisible, comme j'avais toujours été. Même dans ma propre vie, j'étais devenu un personnage secondaire. Thomas, ai-je dit finalement, rassemblant toute ma dignité, amusez-vous bien à Las Vegas. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Les mots qui autrefois m'emplissaient de joie sonnaient maintenant creux, automatiques, vides de tout sens réel. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté immobile dans la cuisine silencieuse. L'odeur des croissants qui brûlaient m'a ramené à la réalité. J'ai couru vers le four, mais c'était trop tard. Ils étaient carbonisés, inutiles. Comme moi. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de Pierre. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ordinaire. C'étaient les larmes d'un réveil. D'une femme qui voyait enfin ce qui avait toujours été sous ses yeux. Mon fils ne m'aimait pas. Il me tolérait. Il m'utilisait. Il me gardait près de lui non par amour filial, mais par commodité pratique. Et moi, comme une idiote amoureuse, j'avais confondu utilité et amour pendant des décennies entières. J'ai regardé ma cuisine, cette pièce qui avait été le centre de ma vie de mère et de grand-mère. Les placards remplis de ses plats préférés, le tiroir avec les couverts en argent que je gardais pour ses visites spéciales qui n'arrivaient jamais, les torchons brodés que j'avais achetés en pensant à lui. Tout ça pourquoi? Pour être considéré comme une solution pratique? Pour être l'option de dernière minute quand ils avaient besoin de quelque chose? J'ai pris mon portefeuille et j'ai sorti la photo de Thomas enfant, celle que je gardais toujours avec moi. Ce petit garçon aux yeux brillants qui me disait « Maman, quand je serai grand, je t'emmènerai partout avec moi ». Qu'était-il arrivé à cet enfant? Où était-il parti? Cet après-midi pluvieux de mars, à 69 ans, Léa Roche est morte. Et une femme complètement nouvelle est née des cendres des croissants brûlés.
Une femme qui était sur le point d'enseigner à son fils ingrat la leçon la plus importante de sa vie gâtée. J'ai séché mes larmes, j'ai jeté les croissants brûlés et j'ai pris une décision qui allait changer ma vie à jamais. Pour la première fois en 40 ans, j'allais penser à moi en premier. Le samedi est arrivé gris et froid, comme mon cœur. À 19h30, Thomas est apparu à ma porte avec 2 petites valises et 2 enfants endormis. Emma, 8 ans, a serré mes jambes avec une force authentique, au moins quelqu'un dans cette famille m'aimait encore vraiment. Louis, 6 ans, était plus intéressé par sa tablette entre les mains. Grand-mère Léa. Papa a dit qu'on allait rester avec toi pendant plein de jours. Emma a souri, montrant le trou de la dent qui était tombé la semaine précédente. Son sourire innocent m'a réchauffé le cœur d'une façon que les mots de son père n'avaient jamais réussi à faire. Oui, ma chérie, nous allons beaucoup nous amuser, ai-je répondu, embrassant son front. Au moins avec mes petits-enfants, mon amour était réciproque. Ils ne me voyaient pas comme une commodité pratique, mais comme leur grand-mère qui les aimait inconditionnellement. Thomas est entré sans cérémonie, portant les valises comme s'il était dans un hôtel. Il connaissait ma maison par cœur, mais se comportait toujours comme un invité pressé, jamais comme un fils qui rentrait chez sa mère. Maman, j'ai laissé les instructions dans la cuisine. Horaire des activités, numéro d'urgence, menu auquel ils sont habitués. Il parlait rapidement, anxieux de partir. Ses yeux brillaient déjà de l'excitation du voyage, et je pouvais voir qu'en esprit, il était déjà dans l'avion vers Las Vegas. J'ai regardé vers la cuisine où l'attendait cette fameuse liste. 27 éléments détaillés sur comment m'occuper de mes propres petits-enfants, comme si j'étais une étrangère incompétente. Des détails sur leurs goûts alimentaires que je connaissais depuis leur naissance, leur routine que j'avais aidé à établir, leurs peurs nocturnes que j'avais calmées tant de fois. Et Marguerite? Elle est déjà prête pour la grande aventure, ai-je demandé, incapable de contenir le sarcasme qui perçait dans ma voix. Ah, elle est radieuse. Elle a acheté de nouveaux vêtements, s'est même fait faire les ongles. Tu devrais voir comme elle est excitée. Thomas a souri avec un éclat dans les yeux que je n'avais jamais vu quand il parlait de moi. Cet éclat d'admiration, de fierté même, réservé à une femme qui n'était pas sa mère. J'en suis certaine, ai-je murmuré, sentant le couteau dans la plaie s'enfoncer davantage. J'imaginais Marguerite dans sa maison, essayant ses nouvelles tenues, se faisant belle pour le voyage que j'aurais dû faire. Le voyage que 40 ans de dévouement maternel auraient dû me valoir. Emma s'est approchée de moi pendant que son père continuait ses instructions. « Grand-mère, pourquoi tu as l'air triste ?» m'a-t-elle demandé avec cette intuition que seuls les enfants possèdent. « Je ne suis pas triste, ma chérie. » Grand-mère réfléchit, c'est tout. J'ai caressé ses cheveux blonds, si semblables à ceux de Thomas enfant. Au moins, l'innocence et l'amour pur existaient encore dans cette famille, même si c'était seulement à travers ces petits êtres. Bon, nous devons y aller. Le vol est au demain matin. Thomas a embrassé mon front mécaniquement, comme s'il accomplissait une obligation. Un baiser sec, rapide, sans chaleur. Merci encore, maman. Tu es une salvation. Une salvation. Pas une mère chérie. Une salvation pratique. Après son départ, j'ai mis les enfants au lit. Emma voulait que je lui lise une histoire, et j'ai choisi son livre préféré sur une petite princesse courageuse. Pendant que je lisais, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'ironie de l'histoire, une héroïne qui prenait son destin en main après des années de soumission. Louis s'est endormi en tenant ma main, quelque chose qu'il faisait toujours quand il était chez moi. « Grand-mère Léa, tu restes toujours ici, pas vrai ?» m'a-t-il murmuré dans son demi-sommeil. « Toujours, mon petit cœur » ai-je répondu, mais en réalité, je me demandais si c'était encore vrai. Une fois seul dans le salon, j'ai regardé la liste que Thomas avait laissée. 27 éléments détaillés, écrites de l'écriture soignée de Céline. Chaque ligne était un rappel de ma place dans cette famille, l'exécutante pratique des désirs des autres. Emma, petit déjeuner, tartine avec confiture de fraises, pas d'abricot, jus d'orange sans pulpe. Comme si je ne savais pas que ma propre petite fille détestait la confiture d'abricot depuis qu'elle avait 3 ans.
Louis, évitez les légumes verts au dîner, il fait des caprices. Comme si je n'avais pas passé des dizaines de soirées à négocier avec lui pour qu'il mange ses épinards. Chaque ligne de cette liste était une insulte déguisée en aide. Une façon polie de me dire que même mes propres petits-enfants, je ne les connaissais pas assez bien pour en prendre soin sans supervision. C'est alors que j'ai pris la décision qui allait tout changer. J'ai pris mon portable et j'ai appelé ma sœur Colette, à Marseille. Il était 22h30, mais je savais qu'elle était encore éveillée, elle avait toujours été un oiseau de nuit. Léa. Quelle surprise. Comment ça va, ma sœur? Sa voix chaleureuse m'a immédiatement réconfortée. Colette avait toujours été la rebelle de la famille, celle qui avait refusé de se marier jeune, qui avait voyagé, qui avait vécu selon ses propres termes. Colette, j'ai besoin d'un service très important. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance, même si ce que je vais dire semble fou. Tu m'inquiètes, Léa. Que se passe-t-il? Pendant 1 heure entière, j'ai tout expliqué. Les larmes dans ma voix quand j'ai raconté la conversation avec Thomas, la humiliation de la liste d'instructions, ma place de baby-sitter gratuite pendant qu'il partait avec Marguerite. Colette a écouté sans m'interrompre, et je l'ai entendu soupirer plusieurs fois. Ce petit salaud, a-t-elle explosé quand j'ai fini. Léa, ça fait des années que je vois comment il te traite, et ça me rend malade. Tu es sa mère, bon sang, pas sa domestique. Je sais, Colette. Et c'est pour ça que je vais faire quelque chose. Quelque chose qui va lui apprendre la valeur de ce qu'il a toujours tenu pour acquis. Quand j'ai expliqué mon plan, Colette est d'abord restée silencieuse. Puis elle a commencé à rire. Un rire libérateur, joyeux, complice. Enfin, Léa. Après toutes ces années, tu vas montrer à ce fils ingrat qui tu es vraiment. Et tu sais quoi? Je vais t'aider. Il est temps que quelqu'un remette cette famille à sa place. Nous avons parlé jusqu'à 2h du matin, peaufinant chaque détail. Colette connaissait des gens, avait des contacts. L'avantage d'avoir vécu ma vie librement, a-t-elle dit avec ironie, c'est que j'ai des amis partout, y compris dans l'immobilier et la banque. Le dimanche, pendant que Thomas volait vers Las Vegas avec ses précieuses compagnes, j'ai commencé ma révolution silencieuse. J'ai préparé un petit déjeuner parfait pour Emma et Louis, puis je les ai emmenés au parc. Pendant qu'ils jouaient, j'ai fait mes premiers appels. Le lundi, pendant que les enfants étaient à l'école, j'ai commencé à mettre mon plan en action. Première étape, la banque. J'avais rendez-vous avec Monsieur Bertrand, mon conseiller depuis 15 ans. C'était un homme patient et respectueux, qui avait toujours traité mes finances avec sérieux, même quand les montants étaient modestes. Madame Roche, j'ai préparé tous les documents comme vous l'avez demandé au téléphone. Mais êtes-vous certaine de cette décision? C'est une somme considérable. Il regardait les papiers devant lui avec une expression préoccupée. Monsieur Bertrand, je n'ai jamais été aussi certaine de quelque chose de ma vie. Ces 47 000 € représentent toutes mes économies de veuve, mon héritage de Pierre, et les versements réguliers que j'ai faits pendant 15 ans dans ce compte joint avec mon fils. Je comprends, madame. Mais fermez le compte joint et transférez tous les fonds vers un compte personnel, votre fils va certainement. Mon fils va découvrir que l'argent de sa mère n'est pas un dû automatique, ai-je coupé fermement. Ces fonds sont légalement à moi, n'est-ce pas? Absolument, madame. Vous êtes la seule contributrice de ce compte. Pendant que Monsieur Bertrand préparait les documents, j'ai repensé à tous ces versements mensuels. Chaque mois, religieusement, je déposais une partie de ma modeste pension de veuve dans ce compte, pour les urgences familiales. Des urgences qui se révélaient souvent être de nouveaux meubles pour Thomas, des vacances supplémentaires, des gadgets électroniques. Jamais une seule fois Thomas ne m'avait demandé si moi j'avais besoin de quelque chose. Jamais il ne s'était inquiété de savoir si ces versements réguliers ne m'empêchaient pas de me faire plaisir, de voyager, de vivre. Voilà, Madame Roche. Tout est finalisé. Le compte joint est fermé, et tous les fonds ont été transférés vers votre nouveau compte personnel. Monsieur Bertrand m'a tendu les documents avec un petit sourire.
Si je puis me permettre, madame, vous rayonnez aujourd'hui. Il y a quelque chose de différent en vous. Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, je me sentais maîtresse de mon propre destin. Deuxième étape, l'agence immobilière. Madame Lefebvre, la courtière que je connaissais depuis des années, a presque tombé de sa chaise quand j'ai expliqué ce que je voulais faire. Léa, tu es devenue folle? Ta maison, mais c'est toute ta vie là-dedans. Exactement, Monique. Toute ma vie gaspillée. Maintenant, je veux vivre pour de vrai. Nous avons passé 3 heures à examiner les annonces dans la région d'Aix-en-Provence. Colette avait déjà fait des recherches préliminaires et trouvé plusieurs options intéressantes. Des petites maisons avec jardin, près de chez elle, dans des villages paisibles où je pourrais recommencer. Cette maison à Puy-Ricard, a dit Madame Lefebvre en me montrant une photo, elle vient juste d'être mise sur le marché. 2 chambres, jardin avec olivier, vue sur la Sainte-Victoire. Et le prix est dans vos moyens avec la vente de votre maison actuelle. J'ai regardé la photo et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'excitation. De l'espoir. L'envie de construire quelque chose de nouveau. Quand pouvons-nous la visiter? Si vous voulez, je peux appeler le propriétaire maintenant. Pendant toute la semaine, tout en m'occupant d'Emma et Louis avec tout l'amour du monde, après tout, ils n'avaient aucune responsabilité dans le comportement de leurs parents, j'ai continué à exécuter mon plan secret. Appel téléphonique discret pendant qu'ils étaient à l'école, rendez-vous rapide pendant leurs activités extrascolaires. Les enfants ont remarqué que j'étais différente. Plus énergique, plus souriante. Emma a commenté mercredi soir, « Grand-mère, tu es plus belle. Tes yeux brillent. » Si elle savait pourquoi. J'ai emmené Emma à sa leçon de natation le mercredi, et pendant qu'elle nageait, j'ai finalisé les détails avec Colette au téléphone. Tout est arrangé, Léa. La maison t'attend, et j'ai déjà trouvé une entreprise de déménagement discrète. Tu peux commencer ta nouvelle vie quand tu veux. Et pour la vente de ma maison ici? Monique a déjà 3 acheteurs potentiels. Le marché est favorable, tu vas bien t'en sortir financièrement. Le jeudi, j'ai emmené Louis à son entraînement de football. Pendant qu'il courait sur le terrain avec ses petites jambes énergiques, j'ai signé les derniers documents sur le siège de ma voiture. Chaque signature était un pas de plus vers ma liberté. Le vendredi, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Madame Roche? Tout est confirmé. Lundi, nous pouvons finaliser toutes les procédures. Parfait. Merci beaucoup. Ce soir-là, après avoir couché les petits-enfants, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin et j'ai regardé les étoiles. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment vivante. Puissante. Maîtresse de mon propre destin. Emma s'est réveillée vers 23 heures et est venue me rejoindre. Grand-mère, j'arrive pas à dormir. Tu peux rester avec moi? Nous nous sommes allongés ensemble dans son petit lit, et elle s'est blottie contre moi. Grand-mère Léa, maman dit que tu es toujours triste depuis que grand-père Pierre est parti au ciel. Et toi, tu penses que je suis triste? Non, a-t-elle réfléchi sérieusement. Cette semaine, tu ressembles à la princesse de mon livre. Celle qui arrête d'être prisonnière et qui devient libre. Les mots de cette petite fille de 8 ans ont résonné en moi comme une prophétie. Oui, j'étais en train de devenir libre. Et Thomas allait revenir dimanche pour découvrir que sa mère pratique et prévisible avait disparu. À sa place, il trouverait une femme qu'il ne connaissait pas. Une femme qui avait décidé de prendre sa vie en main. Une femme qui allait lui enseigner que l'amour maternel inconditionnel avait des limites, et qu'il venait de les dépasser. Dimanche, 17h45. Thomas est arrivé bronzé, détendu et plein d'histoires sur Las Vegas. Dès qu'il a franchi le seuil de ma porte, j'ai pu sentir cette aura de satisfaction qui émanait de lui. Il portait une nouvelle chemise hawaïenne criarde et des lunettes de soleil coûteuses, probablement achetées avec l'argent qu'il pensait toujours avoir en banque. Céline semblait renouvelée, comme si ces 10 jours l'avaient transformé.
Elle arborait un bronzage doré et portait un collier en argent qui avait certainement coûté une fortune. Ses cheveux avaient été recoiffés dans un salon de luxe, et ses ongles brillaient d'un vernis nacré. Elle regardait déjà autour d'elle pour vérifier si tout était en ordre dans sa maison, comme si je pouvais avoir cassé quelque chose en son absence. Mais celle qui attirait vraiment l'attention était Marguerite, bronzée à la perfection, avec une nouvelle coupe de cheveux qui lui donnait 10 ans de moins, des ongles manucurés dans un rouge éclatant, et portant une robe d'été élégante qui flattait sa silhouette. Elle rayonnait de cette confidence que donne un voyage réussi, cette satisfaction de celle qui a été choisie, privilégiée, mise en avant. Léa. Comment se sont passés les enfants? Céline m'a salué froidement, ses yeux scannant déjà la maison pour s'assurer que tout était conforme à ses standards perfectionnistes. Elle vérifiait discrètement si les coussins du canapé étaient bien disposés, si aucune trace de désordre ne trahissait la présence des enfants. Merveilleux, comme toujours, ai-je répondu calmement, observant mon fils raconter avec animation à ses enfants les spectacles et les casinos. Emma et Louis l'écoutaient avec des yeux brillants, impressionnés par les aventures de papa dans cette ville magique qu'était Las Vegas. Maman, tu n'imagines même pas comme c'était incroyable. Marguerite a gagné 2000 € aux machines à sous. Et le spectacle du Cirque du Soleil, les fontaines du Bellagio. Thomas était euphorique, gesticulant comme un enfant qui raconte ses vacances. Ses yeux brillaient d'un bonheur que je ne lui avais pas vu depuis longtemps. C'est merveilleux que vous vous soyez amusés, ai-je dit, maintenant ma voix neutre malgré la douleur qui me transperçait le cœur. Chaque mot de son récit était comme un rappel de ce que j'avais manqué, de ce dont j'avais été exclu. Marguerite, visiblement fière, sortait déjà son téléphone pour montrer les photos. Léa, ma chère, tu as manqué une expérience unique. Bien sûr, nous comprenons qu'à ton âge, ces aventures soient un peu compliquées. Elle me montrait photo après photo, elle au casino avec un sourire radieux, elle et Thomas devant les fontaines, elle et Céline dans un restaurant chic. À mon âge. 5 petites années de différence et elle parlait comme si j'étais décrépit. Je regardais ces photos où elle tenait le rôle que j'aurais dû avoir, la mère de famille honorée, choyée, incluse dans les moments précieux. Vraiment, c'était une expérience unique, ai-je acquiescé, souriant mystérieusement. Dans ma tête, je pensais, tu n'as encore rien vu, ma chère Marguerite. Emma s'est approchée de moi pendant que les adultes continuaient leur récit. Grand-mère Léa, papa a dit qu'ils ont vu des lions blancs. Et qu'il y avait des lumières partout. Tu crois qu'un jour je pourrai y aller? Je suis sûre que oui, ma chérie. Quand tu seras grande, tu pourras voyager partout où tu voudras. J'ai caressé ses cheveux en pensant que, contrairement à moi, elle n'attendrait pas 69 ans pour prendre sa vie en main. Louis montrait fièrement à son père un dessin qu'il avait fait pendant la semaine. Papa, regarde. J'ai dessiné grand-mère Léa et moi dans le jardin. Sur le dessin, on nous voyait tous les deux souriants, entourés de fleurs colorées. C'est très beau, mon fils, a dit Thomas distraitement, plus intéressé par les photos de Marguerite que par le travail artistique de son enfant. Céline inspectait maintenant ouvertement la cuisine. Léa, vous avez pensé à utiliser les sous-verres pour les verres des enfants? Le bois de cette table est très fragile. Bien sûr, Céline. J'ai pris soin de tout comme si c'était chez moi. Ma réponse était chargée d'un double sens qu'elle n'a pas saisi. Après 2 heures de récits détaillés sur chaque restaurant visité, chaque spectacle vu, chaque euro gagné au casino, ils sont finalement partis. Thomas m'a embrassé machinalement sur les 2 joues. Merci encore, maman. Tu es irremplaçable pour nous. Irremplaçable. Comme un objet utile qu'on range soigneusement après usage. Marguerite m'a fait la bise avec condescendance. Léa, j'espère qu'un jour tu trouveras quelque chose d'amusant à faire pour occuper tes journées. Peut-être un club de tricot pour les dames de ton âge? Un club de tricot. J'ai souri en pensant qu'elle découvrirait bientôt ce que cette dame de mon âge était capable de faire. Après leur départ, je suis retournée chez moi et j'ai attendu. La bombe exploserait lundi matin,
quand Thomas essaierait d'accéder au compte bancaire que nous partagions depuis 15 ans pour les urgences familiales, un compte que j'alimentais religieusement chaque mois avec une partie de ma pension de veuve. Le lundi soir, rien. Peut-être n'avait-il pas encore eu besoin d'accéder au compte. Le mardi matin, mon téléphone a sonné. Je savais que c'était lui avant même de décrocher, j'entendais déjà la tension dans la sonnerie. « Allô ?» ai-je répondu d'une voix parfaitement calme. « Maman, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent du compte ?» Thomas était hystérique, sa voix montait dans les aigus comme quand il était enfant et qu'il n'obtenait pas ce qu'il voulait. « Quel argent, mon chéri ?» ai-je demandé innocemment, en sirotant tranquillement mon café du matin. « Les 47 000 € qui étaient dans notre compte joint. Ils ont disparu. La banque dit que tu as fait un virement. » Il criait si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Ah oui, c'est vrai. J'en ai fait un. » « Comment ça, c'est vrai ? » Cet argent était pour les urgences de la famille. C'était mon argent, Thomas. Ma pension, mon héritage de ton père, mes économies de toute une vie. Il était juste dans un compte joint par commodité. Ma voix restait parfaitement posée, ce qui semblait l'énerver encore plus. Mais où est l'argent ? Sa voix était devenue plus aiguë, presque suppliante. Dans un compte nouveau. À moi seul. Après tout, j'ai découvert que je ne suis plus considérée comme suffisamment famille pour participer aux aventures familiales, alors j'ai pensé qu'il valait mieux traiter mon argent de la même façon. Le silence de l'autre côté était assourdissant. J'imaginais Thomas, le téléphone à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'entendais Céline crier quelque chose en arrière-plan, puis la voix de Marguerite qui demandait ce qui se passait. « Maman, tu es devenue folle ? Nous avons besoin de cet argent. Il y a les mensualités de la maison, les frais pour les enfants, les... » Il énumérait une liste de dépenses comme si j'étais responsable de financer leur train de vie. Vraiment ? Et où est-ce que j'entrais dans ces plans financiers quand vous avez dépensé 8 000 € à Las Vegas ? De l'argent suffisant pour m'inclure dans le voyage, soit dit en passant. C'est différent. C'était notre lune de miel. Avec ta belle-mère. Une lune de miel de 10 ans de mariage avec la belle-mère. Concept intéressant de romance, Thomas. Mon sarcasme était maintenant ouvertement apparent. Plus de silence. Puis sa voix est devenue dangereusement basse, avec ce ton menaçant qu'il prenait quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait. « Maman, tu vas rendre cet argent maintenant. »« Non. »« Comment, non ? Je ne vais pas le rendre parce que je n'ai rien volé. C'était à moi, ça continue d'être à moi, et maintenant c'est où ça doit être, avec moi. C'est du chantage affectif. » J'ai commencé à rire. À rire comme je n'avais pas ri depuis des années. Un rire libérateur, presque hystérique. Du chantage affectif, Thomas ? Tu veux parler de chantage affectif ? 40 ans à m'utiliser comme babysitter gratuite, employé de maison non rémunéré et support émotionnel jetable, ça, ce n'est pas du chantage ? Tu es ma mère. C'est ton obligation de m'aider. Et tu es mon fils. C'était ton obligation de m'aimer et de me respecter. La conversation devenait de plus en plus tendue. J'entendais Céline hurler en arrière-plan quelque chose sur cette vieille folle qui nous ruine, puis Marguerite qui disait quelque chose sur les vieilles qui perdent la tête. Vieille folle. Voilà ce que j'étais devenue pour eux maintenant que je ne me pliais plus à leur volonté. Tu sais ce que tu vas faire, maman ? Tu vas rendre notre argent et arrêter ce drame ridicule. Thomas, ai-je dit avec un calme qui m'a surprise moi-même, je ne vais rien rendre du tout. Et tu sais pourquoi ? Parce que demain, je serai dans un avion pour la Provence. J'ai acheté une petite maison à Aix-en-Provence, près de ta tante Colette. Je vais recommencer ma vie à 69 ans. Tu as fait quoi ? J'ai acheté une maison. Avec mon argent. Je déménage la semaine prochaine. Et nous ? Et les enfants ? Et quand nous aurons besoin de toi ? Vous ferez ce que vous avez toujours fait, vous débrouiller.
Et quant aux enfants, ils sont les bienvenus chez grand-mère quand ils voudront me rendre visite. Pour des visites, pas par obligation. Maman, tu ne peux pas nous faire ça. Je peux. Et je le fais. Attends. Ne raccroche pas. Il paniquait maintenant, réalisant probablement pour la première fois que j'étais sérieuse. Maman, on peut discuter. Peut-être qu'on s'est mal comporté, peut-être qu'on peut arranger les choses. Thomas, as-tu pensé à m'inviter à Las Vegas à un seul moment? Même après coup, as-tu eu un regret de m'avoir laissé de côté? Le silence était éloquent. As-tu pensé à moi une seule fois pendant ton voyage? À part pour savoir si je m'occupais bien de tes enfants? Encore le silence. M'as-tu appelé pour prendre de mes nouvelles? Pour me demander si j'allais bien? Si je me sentais seule? Cette fois, le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Maman? Sa voix était maintenant brisée, je n'ai pas pensé. Exactement, Thomas. Tu n'as pas pensé. Tu n'as jamais pensé. Pendant 40 ans, tu n'as jamais pensé à moi comme à une personne avec des sentiments, des besoins, des désirs. Tu as pensé à moi comme à un service toujours disponible. Mais maman, je t'aime. Non, Thomas. Tu aimes ce que je fais pour toi. Ce sont deux choses très différentes. J'ai raccroché le téléphone et, pour la première fois depuis des décennies, je me suis sentie complètement libre. Mon téléphone a continué à sonner toute la soirée. Thomas, puis Céline, puis même Marguerite qui tentait de jouer les médiatrices. Je n'ai répondu à aucun appel. Le lendemain matin, j'ai reçu un long message vocal de Thomas, les larmes dans la voix. « Maman, s'il te plaît, rappelle-moi. Nous devons parler. Je commence à comprendre ce que j'ai fait de mal. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. » Mais il était trop tard pour les excuses précipitées. Les dés étaient jetés, et pour la première fois de ma vie, j'étais celle qui contrôlait le jeu. 6 mois plus tard, j'écris cette histoire depuis la terrasse de ma petite maison à Aix-en-Provence, regardant les champs de lavande qui s'étendent jusqu'à l'horizon. À 69 ans, j'ai découvert que la vie peut vraiment commencer quand on a le courage de terminer avec ce qui nous diminue. Ma maison est petite mais parfaite, 2 chambres, une cuisine charmante avec des poutres apparentes du XVIIIe siècle, et un jardin où je cultive des tomates, des herbes de Provence et des rosiers grimpants. La vue depuis ma fenêtre de cuisine donne sur la montagne Sainte-Victoire, celle-là même que Cézanne peignait avec tant de passion. Chaque matin, en buvant mon café, je comprends pourquoi cet artiste était si inspiré par cette beauté provençale. Colette habite à 15 minutes d'ici, et nous sommes devenus plus proches que nous ne l'avions jamais été. Après des décennies de vie à distance, nous nous retrouvons presque tous les jours. Elle m'emmène au marché de Puy-Ricard le jeudi matin, où je découvre des saveurs que je n'avais jamais goûtées. Les producteurs locaux me connaissent maintenant, ils gardent leurs meilleurs légumes pour Madame Léa de Lyon. J'ai découvert que j'ai des voisins merveilleux. Monsieur et Madame Olivier, un couple de retraités qui ont voyagé dans le monde entier avant de s'installer ici. Ils m'ont initié à la randonnée dans les collines environnantes, quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Léa, m'a dit Madame Olivier la première fois, vous avez des jambes de 20 ans. Qui vous a dit que vous étiez trop vieille pour l'aventure? Je fais partie d'un club de lecture qui se réunit chaque mardi soir dans la librairie du village. Nous sommes 8 femmes de différents âges, et nos discussions passionnées sur les livres s'étendent souvent tard dans la soirée. La semaine dernière, nous avons débattu de L'amant de Marguerite Duras, et j'ai surpris tout le monde, y compris moi-même, par la passion avec laquelle j'ai défendu la liberté féminine. J'ai même recommencé à peindre, quelque chose que j'avais abandonné il y a 40 ans quand Thomas était petit. Ma chambre d'amis s'est transformée en atelier, avec un chevalet face à la fenêtre qui donne sur les champs d'oliviers. Mes premiers tableaux étaient hésitants, maladroits, mais maintenant mes pinceaux retrouvent cette assurance que j'avais perdue. Madame Chen, une artiste chinoise qui donne des cours dans le village, dit que mes paysages provençaux ont une émotion authentique qu'on ne peut pas enseigner. Mes journées sont pleines d'une façon que je n'avais jamais connue. Le matin,
après mon café et la lecture du journal local, je travaille dans mon jardin. Mes tomates cerises sont les plus belles du voisinage, et mes herbes de Provence parfument toute la terrasse. L'après-midi, je peins ou je lis, et le soir, j'ai souvent des invitations, dîner chez les Oliviers, soirée cinéma avec Colette, ou rencontre du club de lecture. Pour la première fois depuis des décennies, je me couche fatiguée mais heureuse, non pas épuisée par les obligations envers les autres, mais comblée par mes propres choix. Thomas a mis 3 mois pour me rappeler. 3 longs mois pendant lesquels mon téléphone restait silencieux, me confirmant que nos conversations n'avaient lieu que quand il avait besoin de quelque chose. Quand il a finalement appelé, un jeudi soir de juin, sa voix était différente. Humble. Brisée. Maman, est-ce qu'on peut parler? Bien sûr, mon chéri. J'étais sur ma terrasse, admirant le coucher de soleil sur les collines, un verre de rosé de Provence à la main. J'ai fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs avec toi. C'était la première fois de ma vie que j'entendais mon fils présenter des excuses sincères. Dans sa voix, je percevais une maturité nouvelle, une reconnaissance douloureuse de ses erreurs. Il m'a raconté qu'après mon départ, la réalité l'avait frappé durement. Sans mon aide financière constante, ils avaient dû revoir drastiquement leur budget. Céline avait été obligée de vendre ses bijoux de luxe, ceux qu'elle exhibait avec tant de fierté. Ils avaient dû annuler leurs vacances d'été à Biarritz, reporter l'achat de la nouvelle voiture, réduire les activités coûteuses des enfants. Sans ma disponibilité pour garder les enfants, Céline avait dû réduire ses heures de travail, ce qui avait encore diminué leurs revenus. Elle ne peut plus aller à ses cours de yoga, ni à ses séances de coiffure hebdomadaires, m'a confié Thomas. Elle dit que c'est de ta faute, mais moi je commence à comprendre que c'est de la mienne. Sans ma présence comme support émotionnel invisible, les petits problèmes étaient devenus de grandes crises. Quand Emma a eu des cauchemars la semaine dernière, elle n'arrêtait pas de demander grand-mère Léa. Quand Louis s'est blessé au genou en jouant, il voulait que tu viennes le consoler avec tes histoires magiques. Marguerite, la belle-mère dorée, avait disparu dès qu'elle avait perçu que la famille traversait des difficultés financières. Elle a dit qu'elle était très occupée avec ses propres problèmes, m'a confié Thomas avec amertume. La femme qui me trouvait si formidable quand je payais ses repas au restaurant ne répond même plus à mes appels. Mais le plus important, Emma et Louis demandaient constamment après moi. Ils voulaient savoir quand grand-mère Léa reviendrait, pourquoi elle était partie, s'ils avaient fait quelque chose de mal. Emma pleure le soir en disant qu'elle veut te montrer ses nouveaux dessins. Louis a gardé tous les légumes de son assiette pendant une semaine, en disant qu'il les mangerait quand grand-mère Léa reviendrait les cuisiner pour lui. Il me manque, maman. Et moi aussi tu me manques. Thomas, ai-je dit doucement, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel provençal, est-ce que tu regrettes la femme que j'étais ou la femme que j'ai été obligée d'être? Il est resté silencieux pendant un long moment. J'entendais sa respiration difficile, comme s'il luttait contre ses émotions. Je pense que je ne t'ai jamais vraiment connu, n'est-ce pas? Je ne connaissais que ce que tu faisais pour moi. Exactement. Est-ce que je peux venir te voir? Avec les enfants? Bien sûr que oui. Mais il y a une condition. Laquelle? Vous venez comme une famille qui me rend visite par amour, pas comme des gens qui ont besoin de quelque chose. Et si Céline vient, elle me traite avec le respect que je mérite. Pas de commentaires sur mon âge, ma maison, mes choix. D'accord. Et encore une chose, Thomas. Marguerite n'est pas la bienvenue ici. Je ne veux plus jamais avoir affaire à cette femme qui m'a humiliée pendant des années. Je comprends, maman. Elle ne fait plus partie de notre vie de toute façon. Ils sont venus le mois suivant, un samedi de juillet ensoleillé. Emma a couru vers mes bras en criant « Grand-mère Léa », comme si nous nous retrouvions après des années de séparation. Ses petits bras autour de mon cou, son parfum de shampoing aux fraises, ses baisers mouillés sur mes joues, tout cela m'a rappelé pourquoi l'amour authentique vaut tous les sacrifices. Louis était fasciné par mon jardin et a demandé à planter des tomates avec moi. « Grand-mère, tes tomates sont plus belles que celles du magasin.
Tu m'apprends ton secret? Nous avons passé 1 heure à genoux dans la terre, ses petites mains apprenant à creuser les trous, à placer délicatement les plants. Céline était visiblement embarrassée, mais elle s'est comportée respectueusement. Plus de remarques condescendantes, plus d'inspections critiques. Elle a même complimenté ma cuisine et ma décoration. Léa, votre maison est vraiment charmante. Et vous, vous avez l'air épanoui. Thomas semblait un homme différent, plus humble, plus conscient, plus présent avec ses enfants. Je l'ai observé jouer avec Emma et Louis dans le jardin, vraiment jouer, pas juste surveiller distraitement en pensant à autre chose. Pendant le dîner que j'avais préparé, ratatouille de mes propres légumes, herbes de mon jardin, et un clafoutis aux cerises, Emma a posé la question que j'attendais. Grand-mère, pourquoi tu es partie? J'ai regardé Thomas avant de répondre, et j'ai vu dans ses yeux qu'il voulait vraiment entendre ma réponse. Parce que parfois, ma chérie, les gens ont besoin d'apprendre à vivre seuls pour découvrir qui ils sont vraiment. Et tu as découvert qui tu es? A demandé Louis avec cet sérieux que seuls les enfants de 6 ans peuvent avoir. Oui. J'ai découvert que je suis Léa Roche. Une femme complète, pas seulement la maman de quelqu'un ou la grand-mère de quelqu'un. Je suis une personne avec des rêves, des envies et le droit au bonheur. Thomas m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Pardon, maman. Pour toutes ces années, pardon. Tu es pardonné, mon chéri. Mais pas oublié. Et pas répété. Depuis cette visite, notre relation s'est transformée. Thomas m'appelle toutes les semaines, non pas pour demander des services, mais pour parler. Il me raconte son travail, ses difficultés, ses joies. Il me demande des nouvelles de ma nouvelle vie, de mes peintures, de mes amis provençaux. Les enfants viennent me voir 1 fois par mois, et notre relation est plus pure et authentique qu'elle ne l'a jamais été. Emma a son propre petit chevalet dans mon atelier, et nous peignons ensemble les après-midi de pluie. Louis m'aide dans le jardin et apprend les noms de tous mes légumes. Ils repartent bronzés, heureux, avec des bocaux de confiture maison et des dessins à montrer à l'école. Céline et moi avons trouvé un équilibre respectueux. Elle ne sera jamais ma confidente, mais elle me traite maintenant comme une belle-mère digne de considération. Elle m'envoie même parfois des photos des enfants par message, avec de petits mots gentils. Marguerite? Eh bien, elle a essayé de revenir quand elle a appris que j'étais revenu dans la famille. Mais Thomas, à ma grande fierté, lui a dit qu'il ne voulait plus de relations basées sur l'intérêt. Elle m'a appelé la semaine dernière, m'a-t-il raconté lors d'un de nos appels hebdomadaires. Elle voulait organiser un dîner pour réconcilier la famille. Je lui ai dit que notre famille allait très bien sans elle. Aujourd'hui, 9 mois après ma révolution personnelle, je peux dire que je suis vraiment heureuse. Pas juste contente ou résignée, mais authentiquement heureuse. Je me réveille chaque matin avec des projets, des envies, des curiosités. J'ai même commencé à prendre des cours d'italien avec Madame Rossi, une voisine originaire de Rome. Léa, m'a-t-elle dit, à votre âge, apprendre une nouvelle langue, c'est comme planter un arbre pour l'avenir. C'est un acte de foi en la vie. La semaine prochaine, Colette et moi partons pour Florence. Un voyage de sœurs, notre premier ensemble depuis l'enfance. J'ai acheté un carnet de croquis et j'ai l'intention de dessiner tout ce qui m'inspire dans cette ville d'art. J'ai appris que ce n'est jamais trop tard pour recommencer. Que l'amour propre n'est pas de l'égoïsme. Que dire non peut être le plus grand acte d'amour qu'on se donne à soi-même. Et que parfois, pour sauver une relation, il faut avoir le courage de la perdre. Je suis Léa Roche. J'ai 69 ans. Et ma vie a commencé quand j'ai arrêté de vivre pour les autres et que j'ai commencé à vivre pour moi. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre inattendue. Une lettre de ma voisine de Lyon, Madame Dubois, une femme que je connaissais à peine mais qui avait observé ma transformation. Chère Léa, écrivait-elle, votre courage m'a inspirée. À 73 ans, j'ai décidé de quitter la maison où mon fils me traite comme une domestique. Je déménage près de ma fille à Bordeaux, qui me respecte et m'aime vraiment. Merci de m'avoir montré qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur.
C'est alors que j'ai réalisé que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle était celle de toutes les mères, grand-mères, femmes qui se sont effacées pendant des décennies pour faire plaisir aux autres. Si vous vous êtes reconnu dans la femme que j'étais, toujours disponible, toujours utile, toujours en second plan, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour être la protagoniste de votre propre histoire. Parfois, la plus grande révolution qu'on puisse faire, c'est simplement d'arrêter d'accepter moins que ce qu'on mérite. Et croyez-moi, ça vaut chaque larme, chaque moment de peur, chaque seconde d'incertitude. Parce que de l'autre côté du courage, vous attend la femme que vous avez toujours été, mais à qui vous n'aviez jamais donné la permission d'exister. Ce soir, en écrivant ces dernières lignes sur ma terrasse parfumée de lavande, je lève mon verre de rosée vers les étoiles de Provence. À toutes les femmes qui se reconnaîtront dans cette histoire. À tous les nouveaux commencements possibles. À la vie qui nous attend quand nous décidons enfin de la vivre pleinement. Je suis Léa Roche, et ceci est mon histoire de renaissance. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'avez écouté jusqu'ici avaient reconnu des morceaux de vos propres vies dans cette histoire. Peut-être avez-vous senti cette oppression dans la poitrine quand j'ai parlé d'être traité comme une commodité. Ou peut-être vous êtes-vous rappelé combien de fois vous avez mis vos propres rêves en second plan. La vérité, c'est que je ne suis pas ici seulement pour raconter mon histoire. Je suis ici pour dire que peu importe votre âge, que vous ayez 60, 70, 80 ans ou plus, il n'est jamais trop tard pour vous choisir vous-même. Il n'est jamais trop tard pour dire « je mérite mieux que ça ». J'avais 69 ans quand j'ai pris la décision la plus courageuse de ma vie. Certaines d'entre vous en ont peut-être plus, d'autres un peu moins. Mais l'âge ne définit pas notre capacité à recommencer. Ce qui la définit, c'est notre courage de reconnaître notre propre valeur. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, si vous vous êtes vu à un moment de ce parcours, j'ai besoin de le savoir. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule, qu'il existe d'autres femmes comme moi qui en ont assez d'être invisibles dans leur propre vie. Dites-moi dans les commentaires, quel a été le moment de cette histoire qui vous a le plus marqué? Vous êtes-vous déjà senti comme je me suis senti? Y a-t-il quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais n'avez jamais eu le courage? Ou peut-être avez-vous déjà pris votre propre décision courageuse et voulez-vous la partager avec nous? Vos mots peuvent être exactement ce qu'une autre femme a besoin d'entendre aujourd'hui pour trouver sa propre force. Votre histoire peut être la clé qui ouvre la porte à la liberté de quelqu'un d'autre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chaque mot de ce parcours, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît que vous méritez mieux. Alors abonnez-vous à cette chaîne, parce que je promets de continuer à partager des histoires de femmes comme nous. Des femmes qui ont décidé qu'il n'est jamais trop tard pour briller. Votre vie n'est pas finie. Elle ne fait peut-être que commencer.